Oh là là, nouveau générique. Bienvenue, épisode numéro 2, le clan des sportifs. Comment ça va, ça a la forme ou pas? En pleine forme. En pleine forme. Ça faisait longtemps et déjà on vous tenait à vous remercier pour les retours qu'on a eu sur la création de la chaîne, sur YouTube, sur les réels. On a eu un engagement, on s'attendait pas autant et vraiment c'est la mission de notre podcast, c'est d'avoir de bonnes intentions, de vous donner de par notre expérience le maximum d'informations pratiques et le tout en restant qui on est avec un bon état d'esprit. Et donc on va commencer de suite. Aujourd'hui on sera dans une capsule, c'est-à-dire quelque chose qui sera beaucoup plus court, à peu près 30 à 40 minutes, et l'objet de cette capsule ça sera sur les blessures. On va avoir 3 parties dans ce podcast là. La première partie ça va être au niveau des causes, comment les blessures interviennent, parce que c'est important de comprendre quelles sont les causes pour éviter qu'elles se reproduisent. Ça c'est vraiment très important. La deuxième partie ça sera comment les éviter, quelles sont vraiment les choses qu'on peut mettre en place. Et puis, la dernière sera un peu plus sur l'état d'esprit, sur le mindset, qui, là aussi, une composante qui est importante. On va commencer de suite avec les causes. Papa, je te laisse commencer peut-être avec quelques causes. William, tu pourras ajouter si besoin. Dans les causes que je vois le plus souvent, c'est souvent sur le surentraînement. Trop vite, trop souvent, puis le corps, il n'arrive pas à digérer tout ça. Donc ça, c'est souvent une des causes qui arrive. Une cause qui est liée à ça, c'est une récupération insuffisante. Aujourd'hui, les gens, ils ont des vies où on veut faire beaucoup de choses. Du coup, on en oublie un peu l'hydratation, la nutrition, le nombre d'heures de sommeil. Voilà. Donc, on continue les liens. On peut aller un peu sur le niveau de stress. Le stress, il peut être au travail, on a un peu de pression. Il peut être à la maison. On peut avoir une petite fille qui ne dort pas la nuit. Voilà, petit facteur de stress. Après, on peut venir aussi sur un petit peu côté matériel. Je vois de plus en plus avec ces plaques carbone, par exemple, pour la course à pied, et en fait avec des chaussures qui ne sont pas toujours adaptées à la motricité des athlètes. Et le dernier point, justement, c'est sur la motricité, où, encore une fois, il y a des athlètes, ils ne courent pas avec en fait, la bonne approche, ce qui génère des blessures. Alors voilà, donc ça c'est juste quelques causes. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres que j'ai oubliées. Ou... Après moi je voudrais juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup. C'est vrai, le micro, c'est pas papa. Oui, déjà, petite note, si on a 2 micros, c'est qu'on a eu un petit problème technique sur le 3e, donc on réglera ça. Mais on rebondit. On s'adapte. Alors, je rebondis encore. Sur le surentraînement, c'est vrai qu'on parle souvent des fois de surentraînement, mais pour moi, c'est pas vraiment du surentraînement, c'est du surentraînement par rapport à ta capacité de récupération. Donc, ça se trouve, c'est un volume que tu peux absorber normalement, mais juste, par exemple, si tu as moins bien dormi, ou par exemple, je sais pas, tu as moins bien mangé, là, tu es en surentraînement parce que tu n'arrives pas à ingérer ces séances parce que tu n'as pas la même récupération qu'avant. Et ça, c'est un point, c'est hyper intéressant ce que je dis, William, c'est que je parlais l'autre jour avec une cliente qui disait mais tu peux pas t'entraîner autant, tu vas pas pouvoir réussir à tenir. Je dis mais ça fait des années que je m'entraîne comme ça et je pense qu'une des raisons c'est juste que ma capacité de récupération, tu te souviens papa on en parlait l'autre jour que tu nous disais dans tes athlètes on était ceux qui récupéraient le mieux. Mais ça il n'y a pas que du hasard dedans, il y a aussi le fait qu'on fait vraiment attention à ça. Pour moi ma récupération c'est très important, mon rythme de sommeil, mon alimentation, ma gestion du stress, parce que il y a des stress qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des stress qu'on peut contrôler. Notre environnement, enfin tout ça, c'est des choses qu'on pourra aller, je pense aussi, en parler dans une capsule en particulier. Mais je trouve ça très intéressant. Le surentraînement, au final, pour moi, c'est juste ton inhabilité à bien récupérer sur un volume donné. Oui, c'est ça, parce que concrètement, l'homme humain n'est pas en surentraînement en 3 entraînements par semaine. Oui. L'être humain, il est fait pour bouger toute la journée. Oui. En fait, le mot surentraînement, je pense, c'est juste ton corps est trop fatigué pour faire n'importe quoi. Genre même faire une balade, t'es en surentraînement, quoi. C'est parce que t'arrives pas du tout à récupérer et ton système est capoute, quoi. Oui, mais même aujourd'hui, on parle du sportif sédentaire. Avec, en fait, ces personnes qui vont travailler au bureau, qui sont assis 8 heures dans la journée et qui font 1 heure de sport. Mais d'un point de vue mouvement, c'est pas assez, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, tous ces côtés-là. Donc, maintenant, cher monsieur, as-tu des
des tips à nous donner? Ouais, alors du coup, comme Coco vous l'a dit, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner des tips qui sont que vous allez pouvoir mettre en place assez rapidement. C'est le but de ce podcast. Donc du coup, avant un entraînement intense, avant n'importe quel entraînement, on peut se poser certaines questions. Le sommeil, comment il a été cette nuit? Avant un entraînement intense, moi je préconise quand même d'avoir eu une bonne nuit de sommeil. Si exemple, tu n'as dormi que 2, 3 heures, 4 heures, c'est pas là où tu vas venir tenter ton max au développé couché, par exemple. on reparlera des maximums en musculation, c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors quoi d'autre? On a parlé du stress avant. S'il y a énormément de stress en ce moment, ça veut dire que tu as beaucoup de cortisol en toi. Le cortisol, c'est inflammant, donc le risque de blessure est beaucoup plus élevé. Donc on essaye d'adapter. En musculation, l'adaptation, Coco, ça peut être quoi par exemple? L'adaptation, ça peut être, comme tu parlais, il y a aussi les reps en réserve, c'est-à-dire que je sais que par exemple, si je suis un peu plus fatigué, je me dis, au lieu d'avoir 1 ou 2 reps en réserve, je vais peut-être aller en chercher 3 ou 4. C'est quoi des reps en réserve? Des reps en réserve, c'est-à-dire que, je sais pas, je te fais 10 répétitions, si j'arrive à la 10e, je suis capable, si j'ai un 2 ou 3 reps en réserve, au final, je pourrais en faire 12 ou 13. Voilà. Mais je m'arrête à 10. Donc ça permet de... Parce que plus on se rapproche de l'échec, on n'est plus capable de faire une rep complète, plus la technique va se casser, plus il y a un risque de blessure qui est grand et surtout il y a un gros impact au niveau du système nerveux. C'est ça que je voulais dire. Donc on en revient sur le point que tu parlais au niveau de la force, qui sera intéressant d'en parler. Comment ça peut avoir un impact au niveau du système nerveux? Parce que moi, je vois souvent des jeunes qui commencent, qui veulent faire max deadlift, max bench, qui font des max toutes les semaines, qui ne progressent pas, qui sont tout le temps KO. Mais on l'a tous fait, cette blessure. Ça, c'est clair. Ouais, dans les adaptations, je dirais, donc, à la fois sur mon intensité sur un exercice donné, au niveau du volume, tout ce qui est de la notion de deload, je pense que ça sera aussi une notion qui sera importante de parler. Et elles sont souvent mal faites, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué de faire 50% ou 30% de volume en moins. Mais pourtant, papa, vous aussi, je sais qu'en sport d'endurance, il y a cette notion de deload. Et souvent, les athlètes ont du mal à le respecter, alors elle est essentielle parce que ça te permet de repartir sur le bon pied, quoi. Mais en fait, moi, je dis toujours, les meilleurs athlètes, c'est... Le coach, il n'est pas dans le corps de l'athlète. Donc, il donne des entraînements qui sont pour un objectif bien précis. Mais le jour J, justement, si, comme tu disais, l'athlète a eu une nuit de sommeil beaucoup trop courte, comment le corps va réagir? Il y en a, le corps, le jour d'après, il est toujours très bien, ou c'est 2 jours après, la réaction. Donc là, c'est vraiment à l'athlète à savoir, au moment où il commence sa séance, de se dire oula, aujourd'hui, ça ne va pas passer. Et puis moi, j'ai aucun problème qu'un athlète me dise écoute, aujourd'hui, j'ai fait l'échauffement, et puis après, je suis passé en zone 2, c'était vraiment pas bien, je ne pouvais pas faire la série. Plutôt que la personne qui va poursuivre faire la série et puis malheureusement va un peu se blesser, quoi. Donc là c'est un peu aussi le rôle du coach en fait, quand il accompagne ses athlètes, c'est vraiment de les éduquer en disant voilà, c'est votre corps, vous en êtes responsable, donc écoutez-le, quoi. C'est hyper important. Ouais, puis aussi tu vois, William, tu parlais si tu fais 2-3 heures de nuit de peut-être pas forcément à faire un max au deadlift ou un max en bench. Je pense qu'aussi, il faut qu'on arrive à rééduquer des fois les personnes. Comme tu disais, tu parlais de cette notion du rôle de coach. C'est que on a encore beaucoup dans cette société le fait que quand tu dormes pas, c'est bien. Tu vois, je sais pas, t'es un peu warrior, ou que ça soit avec le monde du travail, ou l'entraînement, dire ouais, j'ai pas dormi, mais moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Et ça, je l'entends souvent, cette phrase. Qui disait, moi, je suis le type de personne, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. J'avais vu une étude il y a pas longtemps qui disait que c'était 0,01% du monde qui a besoin de... Non, c'est juste que, comme tu parlais, dans cette notion de surentraînement, oui, t'as pas besoin de peut-être beaucoup pour rester en survie, mais par contre, pour performer, si t'as besoin, mon gars. Tu vois. Oui. Mais du coup, ouais, je me suis un petit peu perdu, mais l'idée, ouais, c'était vraiment... J'en parlais de quoi? J'ai totalement oublié. Alors là, attends, on refait la check. Donc, avant une grosse séance, oui, voilà. On fait, est-ce qu'on a bien dormi? Donc, avant de faire une séance intense, alors on va donner des points clés. Pour faire une séance intense, on vise les 7-8 heures de sommeil, voire plus si tu peux. Je pense qu'à partir, si tu as un sommeil récupérateur, à partir de 6h30, moi je me sens bien par exemple. Mais il faut que mon sommeil soit récupérateur. C'est ça, je peux le checker avec ma montre et je vois mon sommeil profond et mon sommeil paradoxal. Je préfère avoir
6h30, 7h, où je sais que je me lève et je me couche à la même heure, que 8h, 9h. Mais à chaque fois c'est différent, je me sens beaucoup plus fatigué. Ouais, c'est ça. Le rythme est circadien. ultra important. Ouais. Je sais que là je suis dans un rythme où je me couche vers les 22h et je me lève vers les 5h, donc je dors à peu près 7h. Et je me sens super bien, mon body battery est toujours à quasiment 100 et mon score de sommeil il est très haut, tu vois. Oui, voilà. Donc ça, on a dit donc d'abord le sommeil. Après, l'état de stress. L'état de stress, bah, ça, faut que tu te fasses un petit feedback personnel, savoir si tu es stressé, est-ce que tu as des examens. Après, moi, j'utilise, tout le monde, les trois, on utilise la même chose. On a la Garmin. Et avec la Garmin, c'est la montre connectée. On a plusieurs facteurs pour voir aussi notre niveau d'énergie, notre niveau un peu de stress. Sur la Garmin, il y a le stress qui est noté. Il y a la VFC. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Si elle n'est pas dans les clous, en général... C'est souvent... On n'est pas très bien aussi. C'est en général... Même si on se ment à nous-mêmes. Des fois, ça va. C'est marrant montre. parce que je sais pas pour vous, mais quand la Garmin est verte... Non, mais c'est bien la Garmin, c'est précis, tu vois. Quand c'est rouge, non, mais ça bug. Ça bug aujourd'hui. Non, c'est vraiment marrant. Il y a ça. Tu peux... La variabilité cardiaque, donc en fait. Ouais, c'est ça, la variabilité cardiaque. En fait, la VFC, c'était ça. Je pense aussi, moi j'aime bien regarder, c'est aussi ma fréquence cardiaque le matin, au repos, qui peut quand même avoir un impact. Si je vois qu'elle est plus élevée que d'habitude, en général, ça veut dire que je suis un peu plus fatigué. Moi, il y a aussi, dans ma routine du matin, j'aime bien faire mes travails de respiration. Je fais soit du 4-4-4, du 4-7-8 ou du Wim Hof. Et c'est un très bon feedback. Quand je suis fatigué, j'arrive moins à faire mes phases de maintien et j'arrive à beaucoup moins créer cette expansion au niveau du diaphragme et de la partie thoracique, tu vois. Donc je sais que souvent, si j'arrive pas à faire mes respirations, c'est que je suis un peu fatigué. Ouais. Et puis il y en a un dernier, il y a pas que papa utilise. Moi, je sais que je l'utilisais avant, mais je l'utilise pas. C'est l'HRV. Oui, en fait, et ça on parlait tout à l'heure du système nerveux. Donc là, c'est hyper important parce que, juste en deux mots, on a un système sympathique, un système parasympathique. Et le HRV, il permet de savoir comment est son système nerveux. Donc encore une fois, si tu parlais du cortisol tout à l'heure, le corps, il ne fait aucune différence si le cortisol, il vient d'un stress au travail, d'un stress dû à l'entraînement, ou d'un stress par manque de sommeil. C'est une montée de cortisol. Donc à travers le HRV, je peux vraiment voir en fait quel est le niveau de la personne. Alors, il faut faire un peu attention aux artefacts, c'est-à-dire que si un jour il est un peu haut et que vous sentez bien, bon, ben, vous regardez ça d'un œil et puis c'est pas trop grave. Par contre, s'il y a deux ou trois jours où on voit que le HRV il va pas, là il faut se poser les bonnes questions. Alors, juste je rebondis, c'est vrai que j'ai parlé quand j'utilisais la montre, mais moi ce que je conseille, c'est d'abord que tu te fais un feedback personnel, dire comment je me sens aujourd'hui, bien, pas bien, enfin tu peux exemple faire une échelle de 1 à 10, 10 tu te sens bien, 1 c'est vraiment pas top, et après tu regardes la montre. Si tu vois que c'est à peu près pareil, exemple tu disais que tu te sentais pas bien, la montre te dit c'est pas bien, là je pense que c'est vraiment le moment de dire voilà je fais plus tranquille aujourd'hui. S'il y a une nuance, là c'est à toi de voir un peu plus ton ressenti et voir sur peut-être 2-3 jours si la même nuance, tu vois la même chose, si la montre comme papa tu dis ou l'HRV pendant 3 jours dit la même chose, je pense quand même il y a une tendance baissière. Ouais, puis il y a aussi un feedback qui est très simple, c'est que comme tu dis, tu regardes cette tendance sur 2 ou 3 jours et puis aussi tu regardes tes performances. Oui. À un moment, si t'es habitué, tu cours à 10 km/h et que t'es en zone 2 et que là tu montes en zone 3, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et il y a aussi 2 points, je voulais dire, par rapport à l'HRV, c'est quand même un outil qui est intéressant et aussi qui est abordable. C'est 9 €. C'est vrai qu'une Garmin, ça peut être aussi. Les premiers modèles, c'est à 250-300. Les modèles qu'on a, ils sont un petit peu plus chers. C'est un investissement. Même si je pense que papa, tu t'accorderas à dire que c'est un investissement quand même qui, je pense, est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, peut-être pas prendre une Garmin, mais je prends quand même une montre assez qualitative pour avoir des données qui soient justes. Parce que si tu prends... Surtout dans les sports cardio. Oui, voilà. Oui, là, pas pour de la muscu, mais quand tu cours, je trouve quand même que c'est limité, obligatoire, quoi, tu vois. C'est pas obligatoire, mais je pense que tu peux pas faire le même niveau d'entraînement, quoi. Non, si tu veux commencer à faire avoir des performances dans le sens tu veux améliorer ta façon de courir et tout, être mieux que hier, oui. Ouais, non, c'est clair. Ça. Donc voilà, ouais. Ça, donc
Après aussi, c'est faire un petit check de est-ce que tu as des douleurs inhabituelles. C'est un truc bête, mais par exemple, tu as une douleur à l'épaule et là, aujourd'hui, c'est le jour des pecs. Bah, fais pas ton max au bench parce que tu as une douleur à l'épaule. Je veux dire, c'est pas on est tous comme ça. Ah, j'ai une petite douleur. Ah, peut-être je pense en forçant dessus, ça ira mieux. Bah non, ça ira pas mieux. Mais on dit ça, mais on l'a tous fait. Et après, tu dis, et là, tu te blesses et tu dis, mais quel con. Mais quel con. C'est vrai, tu dis, j'avais la petite douleur, je savais que c'était pas malin et je me suis dit, ah, peut-être qu'en forçant dessus, ça ira mieux. Bah non, ça ira aussi, pas mieux. Tu vois, on en parlait papa ensemble, c'est que il y a des douleurs inhabituelles qui viennent, tu as des facteurs de fatigue qui sont présents et tu poses la question à la personne, tu dis bah, qu'est-ce que tu as mis en place pour changer ça? Et souvent la réponse elle est ah bah rien, j'attends de voir comment ça évolue. Bah non, si t'es arrivé dans cette situation là, c'est sûrement pour des raisons. Comme les causes d'une blessure, essaie de trouver les causes de ta fatigue et les causes de tes douleurs. Et si tu mets rien en place, bah forcément ça va pas s'améliorer quoi. Si ta tendinite, si tu changes pas, si tu fais tout le temps les mêmes exercices que tu fais depuis longtemps qui t'ont apporté des douleurs, bah ouais, ça va être pire en pire. Ouais, carrément. Mais c'est pas ton curcuma et ton collagène qui va sauver la vie. Ça va aller un peu mieux, mais ça va pas tout changer. Carrément. Et du coup, un dernier point sur ma liste, c'était du coup aussi, bien là, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est l'alimentation et l'hydratation. Hydratation, exemple, je vais prendre un exemple. Si tu as bu de l'alcool la veille, bah, du coup, il y a une déshydratation. Le risque de blessure est beaucoup plus élevé. Si, exemple, tu as mangé des produits transformés, exemple, je sais pas, un fast-food, tu as beaucoup plus d'inflammation, ton risque de blessure est plus élevé aussi. Donc, ça ne veut pas dire, parce qu'une fois, tu as mangé un truc un peu moins bon, qu'il ne faut pas faire un entraînement intense. Mais si toute la semaine, tu ne manges pas bien, ton risque de blessure, il augmente. Donc, quand même, l'alimentation et ton hydratation sont très importantes. Donc là, c'est vrai qu'on a été assez long parce qu'on a détaillé un peu chaque point. Je vais juste vous les redétailler une fois. Comme ça, vous faites cette petite liste avant chaque entraînement. Donc, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as des douleurs inhabituelles? Exemple, si tu vas courir, est-ce que tu as mal aux jambes? Pense à ça. Et que ça ne soit pas des courbatures, bien sûr. Et est-ce que ton alimentation et ton hydratation sont en phase avec le sport que tu veux faire en ce moment? Donc je pense que ouais, c'est déjà une liste qui est simple, elle n'est pas trop longue et par rapport à ça, tu peux déjà éviter pas mal de choses. Oui. Et peut-être juste une chose que je viens de penser, c'est, et je pense que là, que ce soit cardio ou muscu, on a la même approche, c'est cette notion que quand on fait une séance dure, de laisser au moins 2-3 jours le corps vraiment récupérer. Ça ne veut pas dire qu'entre deux, on ne fait rien, mais on fait de l'endurance ou des choses beaucoup plus légères. Ça, je l'ai payé très cash, ces erreurs-là. Et en fait, moi, je vois des fois des gens, mais vraiment avec des très très bonnes intentions, il n'y a pas de problème. Ils ont travaillé beaucoup, ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner, ils regardent leur plan d'entraînement, ils disent « Ah ouais, bon, alors celle-là, elle était importante, il faut que je la passe, celle-là, je la passe. » Et d'un seul coup, ils mettent 2-3 séances sur un bloc de 2 jours. Et là, d'un seul coup, ça fait trop pour le corps. Donc, c'est aussi cette notion de timing, de dire, moi, je dis toujours à mes athlètes, appelez-moi, je préfère que vous me demandiez comment réorganiser votre calendrier, plutôt que de vouloir tout faire, tout cocher. Il faut que, et que ça fait trop. Il vaut mieux perdre une séance ou adapter une séance que 3 mois. Ouais. Ça, c'est clair. Mais comme tu dis, William, au final, on les a tout fait, ces erreurs, et c'est pour ça que je pense on l'avait expliqué, cette notion-là, sur le premier épisode, de l'importance de l'expérience en tant que coach. Parce que vu que c'est des erreurs qu'on a fait, quand on l'explique à nos clients, on a plus de poids dans nos paroles et on croit vraiment dans ce qu'on dit et dans nos conseils de fais attention, parce que mon gars, ça m'a coûté 4 mois. Quoi. Quand je me suis fait ma douleur en Turquie, ça m'a coûté 4 mois où j'ai pas pu courir. Et là que je donne des conseils à mes clients, je leur dis non, fais vraiment attention parce que 4 mois c'est long, tu vois. Donc voilà, ça, je pense qu'on a déjà bouclé cette deuxième partie. Là on va faire encore une dizaine de minutes à peu près. Sur la troisième partie qui était au niveau du mindset. William, qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette partie-là?
On va tous donner un point et puis on essaie de développer Alors sur du ce coup point. là ça va être sur le mindset si on a une blessure, c'est ça, hein, c'est bien ça Si on a une Coco. blessure, ouais. Donc déjà ça va être c'est un peu comme un deuil. D'abord il y a cette phase d'acceptation. Non, mais c'est vrai. Et je pense, désolé de dire, mais accepter cette sensation de tristesse et d'être déçu. Il faut pas avoir honte de ça. Par contre, il faut vite switcher. Tu te laisses aller quelques heures, un jour de... Voilà, t'es un peu triste parce que t'es passionné par ce que tu fais, mais après, avancer. Ouais, et là, moi je dis, j'aime bien cette phrase, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ou des opportunités. Et du coup, là par exemple, Coco, t'arrivais plus à courir. Donc du coup, là, il faut se dire, au lieu de se dire, j'arrive plus à courir, se dire, qu'est-ce que je peux faire à la place de courir ? Non, puis tu te souviens, tu m'as envoyé le message, est-ce que ça va ? J'ai dit non, c'est génial, pour moi c'est une opportunité d'apprendre et de devenir un meilleur athlète. Ouais. Il faut être positif et toujours aussi changer sa perspective. C'est ok, je ne peux pas courir, mais je pourrais recourir. Il y a des personnes qui pourront plus jamais courir. Tout est question de perspective. Il y a plus grave. Il y a toujours plus grave. Je me souviens, je m'étais fait une blessure et j'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais dans cette phase de deuil, d'acceptation. Et je passe à la gare de Champagne. Il était tard, il était à peu près 10h. Et voilà, j'étais en train de penser à ma blessure, et je vois j'ai une femme de 20 ans qui passe en béquille sans une jambe, tu vois. Ça te fait toujours un petit rappel à l'ordre, tu vois. Ouais, carrément. Alors, du coup, je pense, comme on a dit, c'est rebondir sur autre chose, voir sur quel autre domaine on peut travailler. Et moi, je pense aussi, ce qui est très important, c'est il y a eu un problème, il y a eu une blessure, c'est faire une petite analyse de quelle est la cause et comment je peux mettre en place un process pour qu'elle ne arrive pas, cette blessure. Parce que ça arrive une fois, ça peut arriver à tout le monde. Que ça revienne la même, moi, je dis que c'est plus pas de chance, c'est un choix. C'est que tu n'as rien mis en place pour que ça change. Voilà. Et toi, papa ? Ouais, non, c'est très bon point. Alors moi, sur le mindset, qu'est-ce que je pourrais dire sur le mindset du coup ? Ou Coco, hein ? Ouais, non. Alors moi, j'avais aussi le côté de quand ça nous arrive quelque chose de s'entourer aussi d'experts, parce que des fois on se met dans une posture un peu de victime. J'ai pas de chance, etc. Et puis aller voir une personne qui est compétente pour se faire aider en disant voilà, ça m'est arrivé ça. Et puis vraiment de trouver, comme tu disais avant, les causes. Et souvent, je pense que ça vous l'a fait aussi. Des fois, on est malade, on va voir le docteur. Il nous a juste donné une ordonnance avec quelque chose. On sort, on va déjà mieux. Mais juste parce que notre cerveau, il a compris ce que c'était puis que c'était pas grave. Ouais, puis donc, tu vois, tu parlais d'une notion de voir ça comme une opportunité. Mais regarde, typiquement, ce qui m'est arrivé l'autre jour, problème au niveau des ischios, qui était une blessure qui était redondante. Mais pour le coup, j'avais essayé beaucoup de choses. Et là, avec papa, on a fait les préférences motrices qu'on parlera par la suite. Et c'est vrai que, en fait, c'était une superbe opportunité parce que c'est une formation que je vais faire, mais c'était c'est super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses que je n'aurais peut-être pas appris sans cette blessure. Donc le voir, se dire, ce malheur-là s'est transformé en quelque chose de positif. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Et moi, je rebondis sur cette idée de mindset. À chaque fois que j'ai eu des petites blessures, je me suis toujours dit que c'était une opportunité aussi de me reposer. Une opportunité, vu que le sport prend énormément de temps, d'accorder ce temps-là à mes études, à mes proches, à mon repos tout simplement, à mon bien-être. Et voilà, vraiment se dire que, comme tu disais William, tout arrive pour une raison, de changer sa perspective et de faire avec ce qu'on a, de trouver des alternatives. Je me souviens que quand je ne pouvais pas courir, je pouvais faire par contre du stepper, je pouvais faire du rameur, je pouvais faire du vélo à bras, je peux faire du skieur. Et j'avais maintenu un bon niveau de cardio sans courir. Alors forcément, si tu veux performer en course à pied, il faut être dans le sport en lui-même, mais tu peux faire quelque chose. Tu peux faire du cross-training. J'ai le bon exemple de moi, comme avec papa, c'est papa qui m'a préparé pour mon premier demi-Iron, et j'ai le problème d'avoir... je suis pas vraiment fait pour courir. Enfin bref, pas mal de problèmes avec mes chevilles, mes périostites. Et franchement, pour le demi-Iron, j'ai
pas couru beaucoup, hein, papa. Je courais 30 minutes par semaine, peut-être. Et j'ai couru le semi-marathon sur le demi-Iron en 1h34. Avec des crampes. Avec des crampes. Donc, ce qui veut dire, c'est que ça veut pas dire que des fois, parce que tu as une blessure et que tu peux pas faire le sport, exemple, j'ai fait beaucoup de vélo, et bah du coup, ma course à pied, elle a quand même été bonne. Mais regarde, papa, ma prépa 10 kills, mon volume par semaine, il était quoi 25 kills, 30 kills, même pas. Et j'ai claqué un 37 minutes, quoi. Ouais, mais on revient encore sur une notion, c'est le cross-training et sur la charge de travail, qu'on disait cause de blessure. Donc en fait, il ne faut pas dire, tiens, je prépare une course à pied et je prends juste en compte le temps course à pied. Il faut prendre aussi tout l'entraînement que vous avez fait à côté, musculation, vos cours que vous donnez en RPM, etc. Il faut prendre la globalité. Et puis là, on voit que le cross-training, ça marche très très bien. Non, c'est clair. Tout ça pour dire que c'est pas si des fois tu n'arrives pas à faire, exemple, un sport, que tu vas perdre énormément en capacité dessus. Si tu continues de bouger, d'activer ton corps, quand tu vas revenir sur ce sport plus spécifique, tu vas revenir beaucoup plus rapidement. Ouais, puis tu vois, par exemple, je sais que quand je me blessais, je me disais, cool, je vais travailler ma mobilité, que ça fait que quand je reviens, je suis encore mieux. Je me souviens que quand je m'étais fait ma cheville, tu sais, je m'étais tordu la cheville, je me dis, mes chevilles, c'est vraiment des chevilles en carton. J'ai retravaillé mes chevilles à fond, j'ai fait toute ma rééduque. Ce qui est marrant, anecdote, hein, quand tu te fais ce type de blessure, on te dit oui, dans un mois ou deux, tu pourras vraiment reprendre, et clac, et 3 semaines après, je faisais Sierzinal, je crois. Et je l'avais terminé quasiment en temps élite. Donc, parce que aussi, moi je considère qu'il faut s'entraîner dur, mais tu peux récupérer et faire ta réhabilitation tout aussi dur dans le sens, quand je dis dur, c'est-à-dire que tu es engagé à fond. Moi, je faisais matin, midi, soir ma rééducation. Forcément, au bout de 2 semaines, ça allait beaucoup mieux, je recourais, quoi. Oui. Mais si tu fais une fois tes exercices par semaine, ça fait 4 mois que tu as mal à ta cheville, que ça va pas mieux. Tout est une question d'engagement et d'investissement. Ce que tu vas mettre sur la table, tu vas le recevoir en retour. Donc ça dépend combien tu mets, tu vois. Ouais. Et aussi, j'aimerais juste rebondir aussi sur avoir un plan d'action. Et là, je pense qu'avoir un coach est important. Parce que souvent, c'est dur de savoir si tu fais trop ou pas assez pour une blessure. Parce qu'il y a toujours cette échelle. Genre, après une blessure, tu fais d'abord de la réhabilitation. Et un peu, tu refais légèrement. Au départ, tu fais plus du tout le sport. Après, au bout d'un moment, tu réduis un peu la réhabilitation et tu commences à remettre le sport. Et au fur et à mesure, tu remets le sport et un peu moins de réhabilitation parce que tu fais de plus en plus ce sport. Mais il faut quand même y aller progressivement sur la reprise de ce sport. Et le problème, je vois beaucoup de personnes. Ouh là, ça va un peu mieux. Mon genou, je retente mon max squat. Et là, bim, douleur au genou. Oui. Ouais, puis dans la réhabilitation, c'est ce que je dis. Là, j'avais un client qui a un problème au genou. Je lui dis, il faut que ta douleur, elle soit pas au-dessus de 3 ou 4. Et là, papa t'évoquait cette notion de, là, tu peux pas être dans la tête et dans les sensations de ton athlète. Et à chaque fois, je pose quasiment toute série, je dis, t'as combien là, sur 10 ? 5, 6, on arrête. Trop intense. Non, mais ça va. Non. Et le lendemain, en plus, c'est intéressant, tu redemandes, je renvoie un message, comment tu te sens ? Là, ça va. Et là, William, comme tu disais, peut-être on peut augmenter l'intensité ou du moins maintenir. J'ai un peu mal. On a trop fait. On baisse le volume ou on baisse le type. On revient sur une variante plus simple. Non, mais c'est pas si grave que ça. Non, c'est hyper important. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui. C'est son métier et surtout qui fait vraiment attention à ça. Ouais, carrément. Et surtout, même, moi je peux le dire sans problème, c'est que même si on connaît. La théorie, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quand c'est pour soi, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas ce recul. On le sait, mais il y a toujours une bonne petite excuse pour dire ouais, mais bon, c'est un peu différent. Et il va y avoir un miracle qui va se passer. C'est pour ça que s'il y a une personne, un coach ou une personne qui est proche, qui vous connaît très bien, qui a ce recul, ça aide beaucoup parce que la personne va vraiment dire la vraie chose, d'avoir ce recul, quoi. Je suis totalement d'accord. Du coup, petit récap au niveau du mindset, bien s'entourer, changer sa perspective, essayer de vraiment relativiser. Ensuite, il y a aussi se dire que c'est une opportunité d'apprendre, de devenir un meilleur athlète. Et reprendre
reprendre progressivement. Ouais. Et du coup, là, on arrive sur la fin du podcast, Là, c'est je terminé, pense. ouais. Ça Je fait pense 30 que ça serait minutes. bien on vous refait juste un petit récap. Donc, s'il arrive une blessure ou pour éviter une blessure, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, la checklist, comme on a dit tout à l'heure, le sommeil, le stress, quoi d'autre ? Si vous avez des douleurs inhabituelles, l'alimentation, l'hydratation. Après, qu'est-ce qu'on voulait aussi vous dire ? Ah oui, les séances d'intensité par semaine. Essayez de les gérer, pas tous les jours intenses. On fait déjà un premier truc pour ce podcast. Essayez maximum 2 séances intenses par semaine. Et espacez-les. Et espacez-les au moins de 3 jours, 2-3 jours. Et le reste, plus en fonctionnel, en zone 2, donc endurance. Commencez comme cela déjà. Donc pas mal de récupération active. Essayez aussi de voir pour faire peut-être plus de mobilité. Ça vous permettra d'être meilleur sur le sport. Et peut-être essayer d'investir dans du matériel pour un peu voir où vous en êtes. Donc peut-être une montre, peut-être le HRV. Et puis après, là, c'est être à l'écoute de son corps. Donc peut-être si tu veux pas investir, peut-être prends juste une feuille et note tous les matins comment tu te sens. Mets une note sur 1 sur 10 et là, tu pourras avoir une fluctuation, dire bah là, ça fait 6 matins d'affilée que j'ai 3 sur 10, il y a peut-être quelque chose à changer. Ouais, puis tu parlais d'avoir un plan d'action pour tes blessures, mais comme il faudra avoir un plan d'action pour son entraînement. Quand tu as un plan d'action et un programme qui est déterminé, où tu as une sorte de redondance ou des séances qui se répètent, tu as déjà un peu une idée de où tu en es sur ce type de séance. Donc si tu ne te sens pas bien et que tu as déjà fait ce type de séance, tu auras très rapidement un feedback si tu es bien ou pas bien. Tu es pas bien. Donc ça permettra aussi, comme tu dis, si tu ne veux pas forcément investir, d'avoir un second feedback sur où tu en es. Et puis enfin, pour terminer sur ce que tu disais, William, pour un peu pouvoir avoir des clés pour aujourd'hui, sur l'état d'esprit, vraiment avoir cette notion de changer sa perspective, d'avoir un bon entourage, d'être dans cette acceptation, un peu dans ce deuil, de vite passer à la suite et de se dire, comme tu disais, qu'il y a toujours des solutions à des problèmes. Non, c'est clair. Et je pense... Et surtout, un truc aussi que je pensais là, c'est vraiment l'intention sur le temps présent. Je vois encore beaucoup trop d'athlètes qui partent à l'entraînement et en fait, pendant l'entraînement, ils sont au travail. Et il n'y a pas mieux, parce que si son esprit il est occupé à la réunion qu'on va avoir en début d'après-midi, forcément à ce moment-là, l'esprit ne va pas être à l'écoute du muscle qui ne répond pas forcément comme on voudrait. Donc il faut vraiment être, ce que j'appelle toujours action-intention, il faut vraiment être dans le temps présent pour justement revenir plus à l'écoute de ce que dit son corps. Puis quand la séance est finie, bah là on revient sur la priorité du moment, quoi. Je suis d'accord, je pense que c'est bien pour terminer. Ça sera tout pour aujourd'hui. On avait dit qu'on faisait entre 30 et 40 minutes, on est à 33, c'est parfait. Et puis voilà, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à commenter, à mettre un like, à nous mettre des commentaires pour nous demander de parler d'autres sujets, partager tout simplement votre vision sur cette idée-là. Et voilà, ça a été un plaisir. Merci à vous. Merci. Et à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Avec grand plaisir.